Et surtout, je voudrais commencer en disant la profonde émotion que j'ai eue au décès de Bernardo Secchi. Dans ce projet, par bien des côtés, il était présent dans la conception. Il a travaillé à l'Université de Genève dans les années 80. Je l'expliquerai aussi après. Il y a un autre personnage derrière, André Corbeau. Mais cet homme nous a apporté une science, un savoir, et puis une amitié que je n'oublierai jamais. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a 3 ans, dans un séminaire près de Venise, et on a raté tous les rendez-vous. Et ça, aujourd'hui, je le regrette encore plus. On a eu d'autres décès. Alors, comme dit Francis Bacon, quand on s'approche de la mort, il faut travailler de plus en plus vite. Ça, c'est une chose que je prends pour moi. C'est aussi Claude Alain Burat, qui était un de nos ingénieurs EPFL, hydraulicien, qui, au milieu du chantier, a été foudroyé par une maladie, une longue maladie qui n'était pas longue dans son cas. Et puis, ce sera la fin des mémoires. Il y a un autre homme, je dirais à un moment du projet, à quel point ce projet est un travail collectif, mais je ne vais pas le dire au début, parce que ce serait un support interminable. Tout de même, il y avait un agriculteur, Jean-Daniel Chevalet, qui est aussi mort il y a 1 mois, et qui a été une des figures, chamboulées par le projet. C'était sur son territoire, la ferme de ses parents, de ses ancêtres, un territoire agricole sur lequel la rivière passait. Vous imaginez le changement. Et puis, dans le retournement des choses, ce projet a commencé en 2000, donc ça fait 14 ans qu'on travaille sur ce projet. Et en 14 ans, Jean-Daniel Chevalet est devenu un ami du projet. Et non seulement un ami, mais un expert. C'était notre expert agricole. C'était une figure de... Bernardo était un homme exceptionnel. Il y a plein d'hommes exceptionnels dans le monde, un ou plus ou moins connus. Voilà. Alors, écoutez, on peut enlever la lumière pour voir les images un peu. Parce que là, il y a la montagne qui a disparu. C'est justement un élément dont j'ai besoin pour commencer mon petit projet. Voilà. Et c'est difficile à voir, mais enfin, en principe, ici, vous avez le salaire. Alors, écoutez, c'est difficile de commencer cette conférence parce que ce projet est très grand, très long. Mais j'aimerais vous proposer la lecture de ce dessin, c'est une photo des années 30, comme un cadre général hypothétique du projet. C'est-à-dire que je reprendrai les 3 catégories rappelées par John Dixon Hunt des 3 natures. Ici, on a la montagne, enfin peu importe la morphologie du salaire, c'est cette nature originelle, tectonique, la forme du monde donnée, reçue. Et puis on a la plaine ici, agricole, et on voit bien que c'est la couche sur laquelle les hommes ont travaillé. C'est l'humanisation, et tout ça pour la survie. En fait, principalement par l'agriculture, mais aussi les routes, les ponts. C'est déjà, les anciens disaient, c'était une deuxième nature. Et là, ça vous le savez tous, mais je le rappelle pour cadrer le reste de l'exposé. Et puis ici, vous avez le canal, donc, qui est l'origine du projet, cette rivière canalisée qui est ici, le long de ces peupliers, et qui est ce que je propose en jardin. C'était une 3e nature. Parce qu'à la Renaissance, donc, des théoriciens des jardins ont dit, attendez, il y a 2 natures, mais il y en a une 3e. La 3e nature, c'est le jardin. Et le jardin est une représentation plus étroite, plus circonstanciée, dans lequel sont représentées, évoquées, expérimentées les relations qu'entretiennent un moment d'une civilisation, d'une culture, entre la première et la deuxième nature. Comment un monde transforme un autre monde. Un monde donné en un monde cultivé. On peut se souvenir que les jardins italiens, ce que dit Hunt rappelle, parce qu'il ne fait que rappeler des choses, c'est que ces jardins sont faits avec les moyens de la deuxième nature, c'est-à-dire que les moyens de l'agriculture. Je m'explique, c'est-à-dire que les jardins italiens, la Villa Médicis, ce sont des territoires, des terrasses de l'île et tout, et les jardins reprennent. Les jardins, je simplifie bien sûr, mais enfin,
La ligne générale, c'est ça. Les jardins français sont des jardins d'ingénieurs du XVIIe siècle hydraulique, et on le revoit bien. Un exemple contemporain, c'est le jardin vertical de nos amis de MBRDV, les fameux Hollandais, qui ont fait un jardin vertical. Et on voit bien que, vu le hors-sol de Hollande, ils n'ont absolument pas besoin de sol. Donc il y a cette répétition, dans le fond, de cette idée que le jardin est un moment d'une représentation, d'une mise en scène, d'un rapport avec la nature et la manière dont on la transforme. Donc l'hypothèse de notre projet, c'est de considérer, c'est une hypothèse, ces catégories, je ne sais même pas si c'est juste, mais elles sont opérationnelles pour moi. Je trouve que quand on peut lire une photo comme ça, en disant 1, 2, 3, on a déjà une pensée qui se met en marche. Quitte à la rectifier, on n'est pas obligé d'avoir des hypothèses qui sont confirmées, on peut aussi les infirmer. Donc nous, tout ce que je vais vous montrer, c'est que ce projet est dans le fond, la rivière et l'espace public qui l'accompagne, devient le signe de quelque chose d'autre. Moi, j'essaierai de m'expliquer un peu mieux. Voilà l'état originaire, un canal construit entre le 19e siècle et 1930. Une plaine agricole qui, dans les années 30, a subi des transformations radicales, 400 km de drainage, et puis vous voyez l'ancienne rivière qui méandrait, court-circuitée par le canal. Ici, j'ai les images apparaissent un peu grandes, enfin, c'est un dessin, ça, écoutez, je ne dis pas que je suis dans une école d'architecture, alors je vous montre comment les recettes de notre cuisine, c'est-à-dire, pour moi, ces dessins sont des dessins hypothétiques de comment était un territoire au XIXe siècle, comment il est devenu en 1930. C'est évidemment des caricatures, on peut dire, des espèces de forçages. Voilà, c'était peut-être comme ça, ça devient comme ça. Naturellement, c'est pour montrer le passage. Et ici, on a le canal, dans cette plaine de l'air. Ici, je fais un premier rappel, ici c'est le canal, la plaine de l'air modifiée, et puis ça c'est le site du jardin de Lancy. Maintenant, on va présenter comme le parc de Lancy, je supporte plus ce terme, pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer. Je considère ça comme un jardin. Déjà, il est tellement petit, et j'aime l'idée que c'est un jardin et non pas un parc. Je ne sais pas exactement ce que c'est un parc. Ici, donc, dans ce parc, je montre deux éléments. Donc ce parc, il a été construit, il a été pensé avec, ici pas plus sur demain, avec un père spirituel, c'était pas Bernardo encore, c'était André Corbeau. C'est-à-dire que le territoire de ce parc de Lancy, il est né, le projet a été conçu, alors qu'avec André Corbeau, on s'est occupé pendant plusieurs années de la restauration de bâtiments anciens. Et vous savez qu'André Corbeau a écrit beaucoup sur la théorie de la réhabilitation, s'inspirant des théoriciens italiens sur comment on restaure une peinture, etc., comment on travaille sur Banzi. Donc, nous avons utilisé, dans le fond, la méthodologie de la restauration d'un bâtiment à celle d'un territoire. Comment, pas de pastiche, mise en évidence de traces, intensification de choses. Et ici, ce signe, la définition de paysage et de jardin, je ne vais pas me lancer ce soir, mais tout de même, on peut dire que cet animal est une réponse à quelque chose qui venait d'une logique de la transformation de la plaine de l'air en drainage, et qu'ici, on avait un petit ruisseau qui passait dans un vallon, et qu'on a bloqué ce vallon avec l'élargissement de la route, plutôt que de faire un pont sous lequel l'eau peut passer. Donc cette espèce de fatigue conceptuelle, de somnolence, ils ont fait un blocage, et puis la municipalité nous a demandé de passer à travers cette petite montagne, donc c'était une traversée, un tunnel, et ensuite on devait passer d'un côté de la rive à l'autre, ce qui est une situation de pont. Donc on a fait un pont-tunnel. C'est-à-dire que là, ça devient, sans être trop lourd, peut-être une manière qu'on a gardée
qu'on a développé, qu'on a affiné, c'est-à-dire de toujours laisser dans la solution la lisibilité de la situation trouvée ou des problèmes trouvés. C'est-à-dire que le pont et c'est un ruisseau qui fait 1,50 m et le pont fait 96 mètres de long. Il y a une exagération, alors vous voyez, ça c'est basé... bon. Il y a ces projets réalisés, on est toujours dans le bassin versant de l'air, c'est pour ça que je me permets de ramener ce projet, qui est aussi une généalogie dans mon propre travail. Ensuite, on a ici un plan magnifique de 1880, disons, et on voit que les ingénieurs, c'était juste après Rousseau, qu'est-ce que dit Dufour, ils avaient la même idée que ce qui a été finalement fait, c'est-à-dire qu'ils voulaient rectifier le cours de l'air contre les crues. Donc le projet, lorsqu'on commence un projet, la tête du projeteur est pleine d'histoire. C'est pas vrai qu'on est devant une page blanche. On est devant une plage, on est devant tous nos clichés. On est envahi de toutes nos idées. On doit travailler avec ça, ce qu'on a fait, ce que d'autres ont fait. Et il faut éliminer tout ça pour retrouver, parce que peut-être à la fin du projet qu'on a une page un peu moins pleine. Donc ces projets non réalisés sont aussi la matière de notre réflexion. Et surtout qu'ils étaient très utiles, puisque vous voyez que les ingénieurs ont fait un profil en long, ici, sur les quelques kilomètres, et ils ont fait 135 profils en travers, et on s'aperçoit, parce qu'ils ont fait ça sur 2 années consécutives, et on s'aperçoit que la rivière a bougé ici de 40 mètres d'une année à l'autre. Donc on avait un document extraordinaire pour voir la divagation, comme on dit, de la rivière. Donc la méthodologie, elle est aussi bien dans les livres, dans les documents, sur le terrain. Donc on est des chiens de chasse multidirectionnels. Évidemment, ce canal, il a une certaine dignité, donc c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des dessins de l'époque du projet de l'air, parce que cette dimension du canal, on peut trouver dans le tube exagérément long quelque chose qui dialogue avec cette dimension. La dimension du canal, elle a été retrouvée dans le petit jardin de Lancy comme un signe, puisque on reparlera peut-être demain de cette chose des signes. Ce sont des photos de Jacques Berthet, avant que le projet commence. Voici le bassin versant, disons, c'est le Mont Salève, celui qui ne voulait pas apparaître sur la première image. Et voilà ce qu'est cette rivière. C'est-à-dire que cette rivière, c'est un torrent, en fait. Lorsque sur les plans du XVIIIe siècle, les manuscrits, on voit torrent de l'air. Donc ça veut dire qu'il y a soit pas d'eau, soit beaucoup d'eau. Et c'est une rivière qui devient très dangereuse. Donc dans les années fin de 1990, il y a eu des incidents comme ça. Et il y a eu un concours pour rectifier cette rivière. C'était le programme du concours. On a gagné le concours en disant: nous gardons le canal, modifié, nous gardons la trace du canal, et nous translatons l'amplitude de la rivière dans les champs. C'est là où les agriculteurs ont eu un sursaut. Évidemment, d'autres concurrents ont remis la rivière dans les anciens méandres. Ils n'avaient pas de chance, parce que pour la biologie, c'est pas bon, parce qu'en gardant une promenade, parce qu'à ce moment, vous avez les chiens qui coupent, l'histoire du corridor biologique, d'une continuité biologique n'était pas assurée. Et ensuite, au point de vue méthodologique, je pense que faire un projet, là on en reparlera des traces, qui soi-disant se culte d'histoire, l'histoire ce n'est pas de refaire ce qu'il y avait il y a 100 ans. On ne peut pas dire qu'un projet est historique parce qu'il rejoue. Ce serait trop simple de pouvoir relire le projet, de restaurer. En tout cas, ça ne se fait pas toujours comme ça. Là, on peut en discuter. Donc on a translaté, on a dit qu'il y aura une rivière parallèle et le canal deviendra, lui, une suite de jardins. Alors, cette idée du jardin, on en parlera plus loin, parce que autrement je finirai jamais. On voit ici des dessins qui montrent le canal transformé.
donc plus ou moins emplie, mais qui garde tout de même l'empreinte, et puis la rivière sur laquelle on donne une large, ce que les hydrauliciens ou les spécialistes des rivières appellent un espace de divagation, si la rivière fait ce qu'elle veut. Dans les plans du concours, on avait déjà cette idée qu'on ne pouvait pas dessiner une rivière. Le titre de vous savez, Cyril m'avait gentiment mis le titre de la conférence « Comment dessiner une rivière ?» Je dis, écoute, tu enlèves le « comment », parce qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment. Ça aurait été très prétentieux, donc merci. Mais dessiner une rivière, ça je veux bien, mais pas comment. Je vous montre une manière de faire, mais pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. Mais déjà, à l'époque du concours, il était question, c'est un dessin, je crois, de Julien, ou je ne sais pas, le premier dessin, c'est aussi. Donc c'est une collective, j'en reviendrai là-dessus. Mais c'était pas mal finalement de dire au jury, on ne sait pas où elle va passer. Et puis ici, on a vu que c'était ces jardins qu'on avait appelés pour gagner le concours des jardins expérimentaux. C'est un truc excellent. Quand on ne sait pas le dire, on dit expérimental. Et puis bon, voici le plan général maintenant. C'est environ 5 km du plan. Le nord est en haut, à peu près, l'autoroute de contournement de Genève, le canal. Je n'entre pas dans les détails, mais le canal a été fait, si vous voulez, depuis ici jusqu'à là, au XXe siècle, jusqu'aux années 40. Ici, sur cette partie-là, à la suite de la crue de 1880, disons, c'est un canal d'un autre type qui a été fait ici, on en verra des restes. Une première étape a été faite ici, sur 600 mètres. Et là, je peux dire justement que cette équipe pluridisciplinaire, il faut dire qu'il y a des centaines de gens qui ont travaillé. Moi, je suis là, porte-parole, mais j'inclus les ouvriers, les politiciens, les groupes de quartier, tous ceux qui se sont impliqués dans le projet, et puis bien sûr tous les collaborateurs des bureaux qui sont chaque fois 10, donc ça fait 60, 70 personnes, plus les 50 ou 60 ou 80 ouvriers sur 14 ans. Vous voyez, et cette masse de gens, il ne faut pas l'oublier, parce que le projet se souvient du travail manuel, se souvient de l'effort. On aura quelques photos. Alors, le premier tronçon expérimental, dans le fond, il est très banal. C'est juste, on a couché les berges. On l'a fait ici parce que l'État possédait tous les terrains, on pouvait le faire. On a expérimenté notre vocabulaire. Pour un biologiste, paysage, c'est pas la même chose pour un paysagiste ou pour un architecte, parce que les paysagistes n'en parlent pas. Pour un architecte, c'est pas la même chose pour un... Vous savez, les spécialistes de la nature travaillent avec des calculs matriciels, ils mettent des points, et puis voilà, après ils décident qu'une femme est belle parce qu'elle a tant de points ici, tout ça. Ils quantifient tout, mais il y a tout de même des choses qu'ils n'arrivent pas à quantifier. Donc je ne veux pas, ça y est, je sens que je divague là, mais je veux dire simplement que l'ajustement de nos manières de travailler, de notre vocabulaire, aujourd'hui, je peux dire que c'est formidable. Vous verrez à la fin, la digue, il y a une très grande digue, il y a environ un mois, elle était faite comme ça, elle était énervée, je vous montrerai après. Et c'est le biologiste qui est venu et qui a dit non, non, attendez, c'est pas assez net, il y a quelque chose qui change. C'est lui qui a dicté aux entreprises, vous recommencez, avec un prétexte quelconque. Enfin, donc cet échange, et moi j'ai beaucoup lu, enfin tous les architectes se sont informés sur l'hydraulique, enfin, comme tout le monde en fait. Et finalement, on découvre ce projet. Il ne faut pas oublier de dire qu'une rivière, la définition d'une rivière, c'est un drainage naturel. Quand il pleut beaucoup sur un territoire, l'eau s'enfonce dans le sol, enfin pénètre dans le sol. Quand elle ne peut plus pénétrer, elle commence à faire des ruisseaux. Donc c'est comme un arbre, un chevelu. Donc la rivière, la définition de la rivière, c'est tout. C'est l'ensemble du feuillu, du chevelu de la rivière, pas seulement le tronc. Habituellement, souvent, on pense que la rivière, c'est le tronc. Non. Et c'est très important parce qu'à partir du moment où c'est ce que montre ce croquis, ce diagramme, c'est qu'en allant chercher, en faisant ressurgir, non pas seulement ici, mais dans ces latéralités, en fait, restaurer l'écosystème d'une rivière, c'est restaurer tout le paysage, le transformer en tout cas, le déformer. Donc c'est une action, donc justement,
le premier tronçon allait chercher, c'est des chemins, allait chercher en dehors du tracé. Ici, c'était pour préserver des milieux humides. Donc le projet, par des lignes assez vigoureuses, je reviendrai là-dessus, il y a chez nous une nécessité de montrer ça. J'ai parlé de la théorie de la réhabilitation, de la restauration des peintures. On veut montrer la différence entre ce qu'on a trouvé, l'intervention et le non touché. Donc, pour des raisons, vous connaissez la triade, réversibilité, lisibilité, etc. Donc, il y a une lisibilité de l'action intentée. Plus, je reviendrai sur d'autres éléments. Ensuite, on a affaire, 5 ans plus tard, parce que le projet a mis. Ce projet, la première partie a eu aussi c'était les politiques, le Robert Kramer qui a voulu faire ça, parce qu'il voulait, dire on ne peut pas attendre 7-8 ans, il faut que ce projet commence. Et ensuite, on a mis beaucoup de temps pour faire la deuxième partie, qui est avant tout une sécurisation, parce que justement, ce que j'ai dit avant, cette rivière avec son chevelu, en fait, les dangers venaient surtout des eaux de surface, pas tellement de la rivière qui n'a pas débordé depuis longtemps, mais en 2002, on a eu un incident très grave. Ici, il y a un village qui s'est mis juste là où il y avait les marais, c'est comme ça. Et en fait, les eaux se sont accumulées sur ce chemin, ou celui-ci. C'est une nuit avec peut-être il y avait 50 cm d'eau retenue par un chemin agricole. Ce chemin a cédé et s'est fait un tsunami pas du tout gentil qui a failli tuer des gens. Du coup, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, à part qu'il n'y a pas eu de mort. Mais pour faire avancer le projet, rien ne vaut une bonne crue. Alors on a donc dû faire une digue pour contenir les eaux. Et là, on a commencé à travailler avec ce projet. Personne n'est content. Il y a l'agriculture. C'est une concurrence, de désirs contradictoires ou en tout cas concurrents. Les agriculteurs ne veulent pas voir ce projet. Les biologistes, les environnementalistes, ils voudraient voir toute l'agriculture changer, etc. Les troisièmes gens, enfin le public qui veut aller au bord de la rivière, se baigner, voir la rivière, on aurait des intégristes biologistes qui disent non, c'est une réserve. Donc ce projet est non pas un compromis, mais un équilibre trouvé entre des tensions, entre tous ces désirs contradictoires, et dans le fond, la réalité, c'est que quand vous vous promenez, personne n'est content, vraiment. Il faut admettre ça. Sauf peut-être les promeneurs. Vous voyez, c'est donc des choses qui renouent avec le grand paysage. Il faut avoir des digues, mais aussi le passage des camions, parce que maintenant, dans l'agriculture ici, c'est des 40 ou 40 tonnes qui passent ici. Mais vous voyez que la combinaison de la sécurité, plus une manière, alors là, nos biologistes, nos spécialistes, en fait, ce qui se passe ici dépend beaucoup, en termes de construction, des sédiments qui sont mis là. Si vous mettez trop de terre, il n'y aura pas. Donc c'est des milieux xériques, plutôt secs, ou au contraire, on laisse venir l'eau. Donc cette espèce de coloration, parce que ce qui est frappant, je le montrerai dans les images, c'est à quel point la vie revient vite. Parce que dans cet ancien canal, qui était colmaté, comme on dit, c'est-à-dire imperméable dans son fond, lorsqu'il n'y a pas d'eau, souvent, c'est un égout à ciel ouvert. Il n'y a pas de vie, c'est brun, c'est vraiment nauséabond. Et ici, au contraire, même s'il y a très peu d'eau, la vie, parce que l'eau, elle est à 1 mètre plus bas, donc les plantes vont chercher l'eau, il y a des oiseaux, donc il y a une merveille. Peut-être ce projet, pour nous, la notion, elle est dans ce retour intense de la vie. Tu fais des éléments, vous faites des éléments déclencheurs, vous inscrivez des lignes de force, vous dérangez, et puis la vie se remet autour, et puis chante sa belle chanson. Ici, on a des particularités, c'est-à-dire quand ce canal ici se jette dans le canal principal, pour des raisons hydrauliques, il faut élargir, donc ça nous donne des occasions de projet. Et voilà, c'est l'ancien canal qui était fait au XIXe siècle. Ici, on a commencé à travailler, il fallait abaisser le profil pour recevoir plus facilement. Si on était trop avec la rivière, ça bloquait l'arrivée du fossé ici. Donc c'est des travaux assez gros de génie civil. Enfin, ça se colore, vous voyez, ça se remplit.
de végétation. Il y a à certains endroits, il y a plusieurs moments, dans le projet je répéterai la même chose, il y a une volonté de placer dans ce paysage plus végétal, plus naturel, des moments d'artificialité. On peut quand même transposer en disant que le long d'une rivière, en général, il y a des grands cailloux, des grands rochers. Je ne veux pas mettre un grand rocher là, donc c'est cette espèce d'indice qui dit qu'il y a des moments durs le long des rivières et nous vous les proposons. Peut-être je peux revenir un peu plus tard avec un autre endroit qui est encore plus adéquat pour ce que je veux dire, mais il y a plusieurs raisons à faire ces... Je pense que dans un projet comme ça, il faut des chocs, il faut des duretés, il faut des affirmations, des intensités. Autrement, le projet devient mou. On a d'autres projets qui se sont fermés, ils ont tout restauré, on dit oh, c'est bien, c'était toujours comme ça. Une des raisons principales de garder le canal, c'est de montrer la différence, l'écart entre une situation et un écart. Si vous enlevez le canal, comment faire le discours? Comment rester clair? C'est nos hypothèses. Et évidemment, il y a des surprises. On ne peut pas imaginer tout ça, toute cette végétation est spontanée. Et puis, nos gamins, là, ils en sont... Alors évidemment, le maire disait qu'il faut mettre une barrière ici, mes chéris. Vous voyez, pourquoi on ne met pas des barrières dans des trottoirs en ville? C'est moins dangereux, non? Les voitures à 60 à l'heure. Si vous avez un gamin en ville sans ses parents, il est mort. Si vous avez un gamin ici de 2 ans sans ses parents, voilà, oui, c'est pas bien. Mais ça, c'est bien. Mais c'est moins dangereux, à mon avis, qu'une ville. Puis bon, on a dû construire des pavillons. Alors maintenant, je prends une terminologie charte. Il y a des pavillons, il y a des observatoires, il y a des points de vue, il y a des pergolas. On s'est découvert très classique. Des ponts ouverts. On a plein de seuils. Alors évidemment, ici, vous voyez, ces seuils, ils ont un avantage. On les a copiés. Hein. C'était vraiment une impulsion qui venait du 19e siècle. Le gros avantage de ces seuils, ici vous ne le voyez pas, mais il y a une passe pour les poissons, c'est qu'ils retiennent des plans d'eau. Au moment de l'étiage, il y a toujours de l'eau. S'il n'y avait pas ces barrages, comme celui-ci, on n'aurait pas d'eau du tout. On aurait un filet. Donc c'est une suite de plans d'eau. Bon, ici, vous voyez, toujours, il y aura toujours ce refrain des plans comme ça pour montrer comment c'est dessiné. C'est assez bien dessiné dans le sens que ça creuse ici, ça dépose là. Il y a une compréhension du mouvement de l'eau, mais il y a aussi des hésitations. Vous voyez, quand même, avec le computer, on peut faire des travaux de dessin. Je ne sais pas, peut-être vous ne trouvez pas. Vous voyez ce que ça donne. Toutes ces techniques ici, aujourd'hui, vous ne voyez plus rien de ça. Mais ce que montre cette photo aussi, c'est, voilà encore un de ces blocs qui vient. Et vous voyez dans quelle, c'est une rivière, les Américains diraient urban stream, c'est urbain. On est en train de slalomer. Ici, c'était les marécages. La zone, une crue, si la rivière peut s'étendre, elle se stoppe très vite. Il n'y a aucun danger. Si vous ne la laissez pas, la théorie aujourd'hui des rivières, des crues, de la gestion des crues, c'est on partage la crue, on en prend une partie. Avant, c'est qu'on fait des autoroutes. Le canal était, dans le fond, un parfait tuyau, et puis ça envoyait le problème à l'aval. C'est à l'aval qu'il y a les problèmes. Et ici, c'est plutôt, on met là où on peut. Alors, il y a des finesses, c'est-à-dire que pour protéger ces végétations, les ingénieurs hydrauliciens font des calculs très compliqués. Et ensuite, ils ajoutent 50 cm en rive gauche, plus haute qu'ici. Si jamais ils sont trompés, ça débordera du côté là. C'est pas idiot. C'est Léonard Vinci qui dit quand tu t'occupes, parce qu'il tue, voilà, quand tu t'occupes de rivière, d'abord l'expérience, ensuite le raisonnement. Je crois que c'est un très bon conseil. Et vous voyez comment la rivière, très vite, on a dû construire ce pont parce que évidemment la rivière avant passait ici c'était une route.
On a démoli la route, on a fait passer la rivière, on a dû tripler la largeur du pont. Et on a pu avoir sous le pont, ça c'est l'ancien canal passé ici, et puis on a pu faire une promenade publique qui passe sous le pont avec une géométrie. Alors évidemment, tous ces plans de béton sont aussi des magnifiques perchoirs pour tous les petits oiseaux de ce genre. Pas besoin de jeux d'enfants. C'est un immense jeu d'enfants. Et maintenant, je vous montre le troisième étage de la fusée. C'est ici, c'est peut-être, là on a toujours dit, c'est peut-être là où et c'est le plus emblématique, le parallélisme entre les anciens méandres, le nouveau espace de divagation de la rivière, l'ancien canal transformé en une suite de jardins et la promenade. Et puis ici on a des ouvrages, alors que je vais décrire. Voilà donc l'ancien canal où l'ancien canal avait des chutes ici d'environ 1 mètre pour casser l'énergie de la rivière. On les conserve, c'est de très beaux ouvrages de béton. Et puis ici on a un organisme qui contrôle le débit qui passe à l'aval. C'est une grande digue qui fonctionne comme s'il y a beaucoup, on peut laisser passer disons 100 mètres cubes dans cet orifice ici. S'il y a 150 mètres cubes, je dis des chiffres pour que vous compreniez qu'il y en a plus, ça devient un lac, hein, ça ne peut pas passer, donc ça s'accumule et puis l'eau remonte jusqu'ici de chaque côté. Et si ça va encore plus mal, l'eau descend par-dessus la digue, vous verrez. De façon à pas, on a d'abord fait une digue parallèle à l'autoroute, mais si la vague, si jamais ça déborde, passait là, elle mettait en danger par des courbes d'eau mou, etc. Donc c'est un organisme qui travaille voilà, on voit là la partie donc médiane avec un espace public, la rivière et la promenade. Ici on est ici à peu près, là, exactement l'air. Ça c'est le plan Braillard de 1937, qui est assez extraordinaire parce que c'est un plan qui est le plan des espaces publics ruraux, ce qui est quand même un concept assez intéressant, parce qu'il y a très peu d'espaces publics ruraux. C'est difficile de se promener dans la campagne. Et pour nous, c'est ça l'espace public rural. On est dans le fond sur une des tâches repérées par Braillard. Et c'est cette espèce d'intensité, d'un parallélisme qui pourrait faire jardin. Parce que si, comme je l'ai dit dans la première image, si cette troisième nature, c'est celle-ci, est-ce que c'est possible d'imaginer que si le jardin est vraiment la représentation ou l'inquiétude ou l'interrogation sur les rapports entre ce qu'on obtient du monde, ce qu'on fait du monde qu'on nous a donné, aujourd'hui on peut dire comment, à quelle vitesse on le bousille, est-ce que c'est possible de faire un jardin qui soit inductif d'une réflexion, d'un signe? Comment ces choses, qui sont des pergolas, qui ressemblent aux pergolas des agricoles, est-ce que ces choses... Descola dit le jardin devient... Les éléments du jardin deviennent des signes qui sont autre chose qu'eux-mêmes. C'est-à-dire une pergola, elle devient le signe d'autre chose. Un belvédère, on peut le reprendre dans le jardin. Une tour d'observation n'est plus ce qu'on voit, mais elle veut dire autre chose. Alors, je ne veux pas entrer trop dans... Donc il y a beaucoup d'aménagements, si vous voulez. Et puis voici le canal, qui est une empreinte. Alors on peut parler de trace. L'empreinte, c'est une trace qui dure. On peut discuter de ça. La trace, pour nous, il y a toute une discussion sur la mémoire, les traces, qui sont vraiment pour moi la discussion peut-être pour... Une trace n'est pas... Une trace, elle est autant quelque chose qui se projette dans le futur que ce qui va dans le passé. La trace n'est que le moment
d'un désir qui s'appuie sur elle, mais l'énergie va dans l'autre sens. C'est pas du tout de la préservation des traces, c'est de la digestion de traces. C'est de dire la trace a une flèche qui va vers le futur. Je peux essayer de dire autre chose là-dessus. Mais vous voyez que cette trace, elle est évidemment maintenant, elle est bousillée par le chantier, mais elle va s'imprimer très nettement comme l'espace public. Ça fait 15 mètres ou 12 mètres au sol. Bon. Cette idée-là de l'empreinte, on l'a déjà utilisée dans un projet qu'on a fait il y a 20 ans bientôt. Non, pas 98, ça fait 16 ans. En Amsterdam, après l'accident d'avion, un avion est tombé sur une cité, et on a en fait utilisé ce vide. L'empreinte est un vide, et ce vide, il est plein de signes. Donc, nous, on ne voulait pas ajouter. Donc, ça, c'est aussi une chose sur laquelle je veux revenir. Comment un vide, une empreinte, fait signe de ce qu'il y avait avant. Alors, pour nous, les recettes de cuisine, c'est de ne pas être assez idiot pour la faire symétrique. Peut-être que les gens la feraient symétrique, ça serait aussi bien, mais vous voyez qu'elle est, comment dire, syncopée par des dalles plus grandes, des bancs, ça s'enfonce, etc. Voilà. Je dis simplement que quand on a, nous, ce projet en cours, on a dans la tête ça. On n'oublie pas ce qu'on a fait, même si il y a des choses horribles dans ce projet, mais comme disait Godard, il veut toujours 1h30 de cinéma, mais moi, une ou deux minutes, ça va, c'est le reste. Voilà. Espérons qu'il y a 1 ou 2 minutes, ou 1 ou 2 mètres qui vont à peu près dans la médiation. Dans le canal, on a ces magnifiques chutes qui vont être complètement gardées ici. Hein, c'est ce bastion, ce château, quand on est. Et on a toujours pensé, ça c'est les jardins du canal, voici et puis ici le milieu naturel. L'idée était que la promenade ici on a un calme des jardins qui sont dans le fond pour diminuer la pression du public sur les milieux naturels. C'est tout. Alors voilà, c'est des images de maquettes aussi pour nos chers amis étudiants, pour dire qu'on travaille un peu comme ça, un peu comme l'essence, ça se réalise maintenant. Oui, ça veut dire qu'il faut des... Alors voilà la digue, en plus près. Donc, la rivière arrive ici, dans son nouvel espace de liberté, elle doit passer sous l'autoroute, elle reprend le canal, et on a cette machine qui contrôle le débit, qui protège le centre de Genève. Du reste, cette rivière arrive ici, l'air, et nous, on a fait un projet pour la faire. Vous savez, il y a une extraordinaire promenade à Carouge, les promenades de Carouge. Et puis nous, on a pensé que l'espace, on ne peut pas faire arriver la rivière et puis la faire divaguer comme s'il était en plein champ en Auvergne. Donc on pense qu'on pourrait s'inspirer de ces monuments paysagers qui existent ici pour en reproposer ici. Mais jusqu'à présent, je dois dire que les autorités sont sourdes, muettes et aveugles. Voilà l'objet. Et puis voilà la construction. On n'a pas de photo récente de dessus. Voilà, celle-ci, elle est déjà mieux. Ça a été testé par un modèle au 40e. Le fonctionnement, vous voyez, l'épingle, elle est là. C'est un lac dont je vous parlais. Et puis ça peut déborder par ici. Et ici, on est dans un ancien méandre qu'on a réanimé. C'était un modèle qui a été fait. Merci au professeur Boya de l'EPFL et du professeur Cherkarni de Genève, qui s'appelle... Voici cette digue. On aura ici les jardins du canal, ici l'espace de la nouvelle rivière, ici cet organe de contrôle. Ici on a ces blocs qui permettent d'arriver tout près de l'eau, je vais reparler, avec la disposition ici en diagonale. Elle est inspirée, alors nous donnons nos sources, de Noguchi à Paris. Il a fait un très beau jardin japonais à l'UNESCO. Et il y a aussi une situation où il a une promenade, une rivière, et puis il a des retenues d'eau, et il les a dirigées vers le spectateur. Je trouvais très beau ce geste, on l'a appliqué. Quand on est ici, la rivière s'adresse à vous. Vous voyez, elle se tourne vers vous, elle n'est pas
indifférente à votre présence. Elle vient un peu vous chercher ici. Et puis tant qu'à faire des japonaiseries, autant y aller jusqu'au bout. C'était pas mal parce que j'ai pas la bonne photo, mais quand on a. Peut-être je dois dire deux mots sur cette manière de passer. Ici, on a une digue. Avant, on avait cette digue qui tourne. On avait un mur béton ici vertical qui retenait la digue, et puis un mur perpendiculaire avec un trou dedans qui contrôlait. Ensuite, on a dit c'est pas terrible. Imaginez à 500 mètres en avant, on va voir cette façade. Et puis on a cherché, alors on a dit on fait un tuyau là-dedans, mais il y a 35 mètres de couloir ici. Donc c'était pas terrible pour les poissons. Et c'est en fait en allant en Hollande une fois qu'on a vu que l'observatoire de Robert Morris à Flavoland, il a trouvé cette chose simplement dans le plan du talus, ce qui fait qu'on maintient les terres et on a le reflet jusqu'au milieu on éclaire le tunnel jusqu'au milieu. Oui, c'est un détail. Alors voilà ces blocs qui sont pour moi, peut-être je peux dire un mot ici sur cette volonté d'aller jusqu'au bord. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets seulement à voir. Alors, c'est un problème sur la mémoire. Et disons les choses un peu grossièrement ou un peu sans trop de démonstration. Moi, je pense que la mémoire volontaire, ça ne sert à rien. C'est-à-dire indiquer quelque chose. Là, je deviens proustien. Tout se passe par une mémoire involontaire. Comment faire rejouer une sensation qui, à ce moment, va enclencher des souvenirs? Et ça ne peut se passer que si on s'approche de l'eau, dans le cas de l'eau, pour avoir le bruit de l'eau. C'est un très beau bruit ici avec ces chutes-là. C'est l'odeur de l'eau, la fraîcheur de l'eau, la brillance de l'eau. Tout à coup, quand vous connaissez ce passage de Proust, quand il s'encoule sur une dalle, et tout son passé revient. Et il explique dans le temps retrouvé que la mémoire volontaire, ça ne l'intéresse pas. Ils disent non, on ne peut pas. Alors, il faudrait qu'on en discute parce qu'on parle du projet. Comment faire pour que quelqu'un retrouve ce choc, cette sensation? Est-ce que c'est possible? Mais c'est sûrement pas une histoire à raconter. C'est pas littéralement. Il dit il ne faut pas qu'il y ait une histoire qui reste, parce qu'autrement c'est comme si on achète un objet et qu'on laisse le prix dessus. Il dit c'est pas très délicat. Bon, il y a des ouvrages aussi, il y a des Brionspeau, mais je passe. Puis il y a même nos oiseaux, comme de temps à autre. Ils sont là. À un moment donné, on a réutilisé un ancien méandre, je vais plus vite, je n'ai pas besoin de commenter tout. Et donc ça veut dire qu'on a des endroits où on récupère, on est très opportuniste, on dit on va récupérer, on doit faire des barrages pour déplacer l'eau, on fait des enrochements qui, moi on a toujours été fasciné par Wright, Taliesin, on s'est dit comment il fait ce béton là, en mettant des blocs. Bon, on a essayé, est-ce que ça devra... On voit là que la rivière a pris ses aises, on a fait des... Dans le film, que vous verrez la vidéo, on voit le traçage de l'ancien méandre, parce qu'il était évidemment envahi par les bois, on a dû abattre les bois pour redessiner la rivière. Mais elle nous a dessiné ce qu'elle voulait très très vite. Je reviendrai là-dessus. Oui, tout ça c'était des talus que moi, avec un bulldozer, on a dit un peu plus à droite, un peu plus à droite. C'est ce qu'elle veut. Bon, cette rivière, vous voyez, de temps à autre, c'est un peu plus bas. Elle se fâche. Et puis, ici, on a une galerie de décharge, je ne vous explique pas tous les mécanismes complexes de ces trucs. Mais on a tout de même un an. De nouveau, je vous ai parlé de ces fosses. Comment on va les traiter? Alors peut-être que, comme ici, on est plus en avance sur le chantier, c'est un peu ce type de situation qu'on va trouver, c'est-à-dire avec des intensités différentes, enfin des ajustements différents sur ici, c'est piqué à Sébastien, quand il avait notre ami You, il a une marche en dessous, il a fait ça à Chambéry. On peut marcher là.
Mais Joyce, il y a un animal qui l'a compris. Pas tout à fait. Et puis vous voyez, on va faire plein de jardins d'eau. Alors on voit ce que c'est. Tout ça c'est spontané, presque. C'est ce passage-là. Ensuite, le méandre, ici, je vous ai montré cette partie. Et puis ici, on a une situation particulière, un pont ancien métallique et une nouvelle passerelle. On a un réseau de chemin qui passe sur cette rive et on a construit un nouveau pont. Ah, et alors, pardon, ici, on a un quartier, les Sherpines, qui est en construction, sur lequel ADR travaille, et toute l'air, on a pu obtenir dans les négociations avec l'État que l'air ici en bas soit intégré dans ce parc-là n'était pas prévu. On a pu obtenir que la rivière, alors c'est ce que je disais avant, étend ses ramifications juste dans les quartiers, etc. Ici, on a ces deux ponts, un pont de 1900 et un pont qu'on vient de construire. Le pont qu'on vient de construire, c'est une passerelle métallique. Le pont ancien, riveté. Le pont ancien riveté, le pont nouveau. Le pont ancien et le pont nouveau. C'est pas bien que je vous explique. Et c'est marrant parce que... Enfin non, c'est vrai, c'est comme ça. Ici, vous voyez que la rivière donc bouge. Comment, alors là je suis avec le dessiner une rivière. Là, dans la première étape, donc on a travaillé avec des conseillers de notre équipe et puis aussi Matt Condolf qui est un professeur de géologie et de fluvial géomorphologie de Berkeley. Et je me souviens d'une conférence où il disait les ingénieurs, pour dessiner une rivière, ils ont des calculs. Débit, vitesse, pente, ça donne des sinusoïdes avec des longueurs d'onde et des amplitudes. Et puis, les paysagistes, eux, ils ont des rivières anglaises dans la tête. Et ils dessinent des rivières qui fixent avec des génies végétales dans une grimace de rivière, ou un sourire de rivière. Et à la première crue, ingénieurs et paysagistes sont renvoyés à leurs études, la rivière fait ce qu'elle est. Donc lui, il nous a dit, la seule chose à faire, c'est de enlever la terre végétale et de laisser la rivière faire son propre design. Et vous voyez, là, il n'y a pas d'eau, et l'eau vient, et puis l'eau fait ça. Très bien. Le seul problème, c'est qu'il y a des impatients dans l'administration, donc ça prend du temps. Parce qu'une rivière creuse son lit en période de crue. S'il n'y a pas tellement d'eau, alors évidemment, la Société des Amis de la Pêche dit non, il manque de fond, il manque de... Et pour d'autres, on finit par... Donc on avait cette figure-là. Et dans une des premières études près du concours, on s'était dit, mais comment dessiner une rivière? Il faudrait arriver à quelque chose qui ne soit pas défini, on cherchait. Et puis on est tombé, alors là, par là, sur la percolation. Et évidemment, le diagramme de percolation, c'est une schéma, un diagramme géométrique dans lequel, c'est comme les clous et la boule qui on ne sait pas où elle va passer. On s'est dit, on pourrait dessiner alors on a fait un premier essai. D'où le cadeau de plaque de chocolat. On a fait un modèle suisse en disant peut-être que le lait il va passer comme ça, il va être déformé, et puis voilà, ça fera une rivière. Après, on a fait plus sérieusement des études de notre époque, et puis finalement, on a construit ce truc parce que. Alors, première chose, décapage, et normalement, là, on aurait pu laisser la rivière creuser son. C'était pas tout à fait possible dans la même condition que plus haut parce que le profil en long s'enfonce. Donc ce qu'on avait ici, c'était environ, disons, moins 1 mètre. Ici, on a des fois moins 2,50 mètres. Donc le diagramme qu'on a proposé, voici une autre vue, et voici ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a dessiné le diagramme sur le terrain et on l'a bulldozé, qu'on l'a labouré. Et on est arrivé à ce diagramme. L'avantage, c'est que les ingénieurs ont calculé que dans ces chenaux, la somme de ces chenaux laissait passer la crue centenale, et qu'on n'avait pas besoin d'enlever ça, qui sont des dépôts de matériaux pour
profile la rivière future, et surtout des économies énormes de non-évacuation des gravats. Et puis ça donne alors vous voyez, on a le ciel nous a bénis, là, sont mis à nos pieds, et puis ça a réussi. Dieu était avec elle. Et ce diagramme-là, cette idée, pour nous c'est important, peut-être on peut en discuter, c'est qu'entre un programme et la forme, c'est très important d'avoir une géométrie qui s'interpose. On peut en discuter, c'est-à-dire que le diagramme est là non pas pour faire du land art. Ce diagramme, comme je vous montrerai après, il est là pour se déformer. Mais il retient aussi la précipitation d'une forme qui n'est pas adéquate. On pourrait trouver des équivalents en peinture, etc. Mais alors, ce parc de Paris ici, qu'on a fait il y a quelques années, en 2007, c'est une gare, comme vous savez, de l'Est. C'est un réseau ferroviaire, et notre parc, il est là. Et vous voyez qu'on a de la peine parce qu'on a utilisé, en fait, le réseau ferroviaire comme on a pris le programme de toutes les associations de quartier et on a inclus ce programme dans notre... on a utilisé un diagramme parallèle comme si on avait pris un morceau et qu'on l'a tiré ici. On peut dire que c'est un peu la même chose avec la rivière. En tout cas, on pourrait en discuter, je ne sais pas. C'est une forme... J'emploie le mot diagramme, je sais qu'il y a des études très complexes sur les diagrammes. C'est un peu un terme que j'utilise à la hache. Mais enfin, il est utilisé par d'autres, on peut en parler. C'est simplement une forme qui calme la précipitation d'une autre forme. C'est comme jouer aux échecs. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire que c'est la forme rigide, apparemment, qui va donner le maximum de liberté à la rivière. Parce qu'on donne plus de liberté que si on avait fait un chenal comme ça. Et pourtant, la forme a l'air d'être volontariste. Vous voyez comment ça va évoluer très vite. Nous, on avait une peur, c'est que l'eau arrive, elle choisit un chenal, et puis on a l'air vraiment idiot. Mais non, elle a été gentille, elle fait partie partout. Donc, pas mal. Ça veut dire que l'entreprise a bien travaillé, parce que niveau. Et puis, on voit ici que très vite, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de danger tout à fait que ces choses-là s'en vont tout à la fois, elles vont se déplacer. Et puis ce qui est très beau, c'est qu'on a un peu comme un Manhattan des flux de circulation qui passent tout droit dans les avenues et les rues. On a des croisements. Ce qui est formidable, c'est que si on change d'échelle, si on regarde ça comme si c'était des falaises dans le Colorado, on voit que la rivière commence à reméandrer dans l'espace qu'on doit laisser. Et puis elle arrache, on voit qu'on est dans les glaises, les argiles, et vous voyez comment elle est perturbée. En fait, ce dispositif en losange perturbe le courant et dynamise le processus de... Ça, c'est le chocolat presque. C'est celui-ci. Vous voyez comment très vite, après quelques mois, ces choses sont arrachées et redéposées, et on va obtenir, je pense, un milieu. C'est plein d'oiseaux. Hein. Vous voyez, là, on a presque l'impression que c'est une vue d'avion. Bon. Et puis on a des ailes d'oiseaux, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est. Un troupeau, je ne sais pas. Comment on dirait des animaux de Tardy, un truc inquiétant. Bon, je voudrais juste... Quand on fait des empreintes, quand on parle du sol, des traces, on en reparlera. C'est incroyable la diversité. On touche dans les réseaux anciens. Ça, c'est un drainage du récent. Celui-ci, j'ai demandé aux archéologues, ça peut être romain, bon, en tout cas, ça peut être 7e siècle ou 20e siècle. Et ça, c'est la même technique. Les argiles sont là, les matériaux. Il y a une sensualité de ces projets quand on les creuse, quand on les met en place. Cette matérialité, elle est aussi extrêmement stimulante pour le projet. Le projet, il ne se fait pas une fois pour toutes sur un dessin. Non, il est avancé et en général, on dessine trop de choses. On enlève, je reviendrai là-dessus. Mais évidemment, on est beaucoup sur le chantier. Et on est... Vous voyez,
ces mouvements pneumatiques, c'est vraiment... Quand on dit que le projet, ce projet de sol, pour reprendre une terminologie de Bernard, il doit aussi montrer les forces d'aplatissement, les forces de pesanteur, les forces de glissement, les forces qui sont à l'œuvre dans ce territoire. C'est pas du plastique, enfin, c'est un territoire vivant, plein de microbes, de saloperies, de merveilles. Et puis, vous voyez, sur le chantier aussi, on a des surprises, on a des tuyaux provisoires, et puis ces poissons tout à coup carrés. Et puis ça me rappelait évidemment Nancy. Vous savez, ce projet, quand on voit, j'ai travaillé une fois sur ça, je vais faire juste une petite incursion dans la voie suisse, c'est un projet de Richard Long, ça. Pour moi, ça a toujours été presque un modèle. Comment arriver à faire une forme que certains diront très impérative, on croit, mais simplement en enlevant des fleurs. Ça, pour moi, ça reste un projet pas encore réalisé. Mais avoir le maximum de force, avec le plutôt enlever qu'ajouter, c'était aussi un projet de Richard Long, Brushed Path Line. Il a simplement enlevé, découvert la trace, il l'a intensifiée, il l'a fait ressurgir. Combien de fois, nous, on ajoute trop vite, aveugle qu'on est de ce qui est déjà là. J'avais toujours mis cette citation de Peter Handke, quelque chose comme ça qui était déjà là. C'est ça, c'est pas quelque chose resta qui était déjà là. C'est quelque chose commence. La trace est là, elle t'indique le futur. C'est pas une trace qui te colle au passé. On peut revenir là-dessus parce que c'est une question de présence des blocs, par exemple. Si on regarde le suivant, ça c'est Carmen Perrin, elle a aussi enlevé ces blocs erratiques qui étaient sur cette forêt, en nettoyant simplement, pas en ajoutant, elle a reconstitué le bloc comme il était il y a 20 000 ans, au moment où les pierres blanches n'avaient plus loin. Et puis, il a été écrit par un critique, c'est pas une question d'archéologie. Ce que dit ce bloc, c'est pas « j'ai toujours été là ». Il dit « je n'ai jamais toujours été là ». J'étais à 50 km. Il parle du déplacement du bloc, de l'illusion d'un enracinement alors que c'est un truc qui a glissé. Et ce bloc, il a une présence. Alors ça, c'est une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup quand on parle de mémoire inventaire. C'est comment un projet ou une peinture... Francis Bacon, il dit, si vous êtes devant un Rembrandt, il n'y a rien à comprendre. Il y a une présence. Si vous ne voyez pas cette présence, ça veut dire que ce n'est pas la bonne peinture. Et ici, ces blocs, Billy Gorman dirait, ils nous regardent. Walter Benjamin parle de l'aura dans le tableau. Il dit l'aura, c'est un singulier mélange de temps et de place. C'est une collision entre l'autrefois et le maintenant. Quelques objets qui ont, il dit, c'est des choses qui sont tout près de toi et qui pourtant sont très lointaines, en même temps. Et que ça fait ce qu'il appelle l'aura. C'est une collision de temps. Et je pense que dans les projets, on peut, hypothèse, travailler avec des concepts comme ça, ou des observations. Pour finir, je voulais dire aux étudiants, ça c'est un énorme projet, 6 km, en fait 10 km si on prend jusqu'en ville, mais c'est pas du tout parce que c'est grand que c'est plus grand. Il n'y a pas de petit et de grand projet. Ici, c'est un projet que j'ai fait une fois il y a longtemps, au centre d'art contemporain de la haie. Il y avait une exposition. Ils nous ont demandé, le titre de l'exposition était La place idéale, the ideal place, le lieu idéal. Et dans cette, je ne sais absolument pas quel projet de fou, le lieu idéal, qu'est-ce que tu veux faire comme projet? Et il y avait cet escalier dans un coin foutu. Comme on avait $5 000 pour faire notre œuvre, en guillemets, moi j'ai simplement restauré l'escalier. Et il y a un philosophe qui a écrit The Ideal Place, Restoring to a New State. Ça, j'y trouve bien. Restaurer dans un nouvel état. Et c'était évidemment
ici, donc c'est un tout petit projet, c'est ça que je veux dire. Maintenant encore un autre, puisqu'on est à Lausanne, c'est l'écriture de Jean-Luc Godard. J'ai travaillé une fois pour lui, pour faire un truc très gros, hein, c'est ça, après, quoi. C'est la transformation d'une épicerie en un studio de télé. Ce que je veux dire, c'est pourquoi Godard, un jour, il m'a demandé d'aller travailler pour lui. J'ai travaillé pour Francis Reusser, un autre cinéaste, moins prestigieux. Et pour Francis Reusser, moi je faisais des mobiliers à ce moment. On avait un atelier de menuiserie. Et il m'a dit, je voudrais une planche pour mes bobines de film, en aluminium à l'époque. Et nous avons choisi une très grosse planche de Morisier, peut-être 8 cm, 10 cm d'épaisseur, 5 mètres de long, rouge. Une belle planche. Et un jour, Godard est venu dans l'atelier, salut, ça va, ouais. Ah, ça c'est joli, alors. Qui c'est qui a fait ça, ces gens? Non, ben dis-lui de venir. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre les grandes commissions. Il faut prendre toutes ces petites et grandes. Et je pense que c'est comme les haïkus. C'est beaucoup plus difficile de faire un petit projet qu'un grand. Dans ce grand projet, on cache toutes nos erreurs. C'est comme un roman de 2000 pages. Et faire un haïku qui marche bien. Et pour finir, il y avait ce truc, puisqu'on parle de mémoire, vous voyez ce qui se passe ici. Il y a un lavabo en grès jaune, vous connaissez. Ici, il y avait une paroi, ici, vous voyez encore le chambranle. Et puis, quand on a abattu la paroi, on travaillait, Godard, avec un spécialiste de l'électronique, Pierre, bon, peu importe. Et il a dit à Godard, écoute Jean-Luc, j'ai travaillé à Hollywood, j'ai travaillé à Berlin, j'ai jamais vu dans un studio, c'est un studio de télévision. Jamais vu un radiateur au milieu du studio. Et Godard lui a dit, écoute, on touche pas. Parce que, d'abord, ici, mon père était médecin, il savait tout le temps les mains, je pense à lui. Ça, c'est bien. Il y a plein d'histoires dans le territoire, mais il ne faut pas les raconter, il faut les découvrir et peut-être les souligner. Raconter des histoires, ça c'est une chose, les découvrir, ou les lire, ou les comprendre. Et puis ensuite, il a dit à l'autre, tu sais, à Hollywood, ils ont des scénaristes, des musiciens, des metteurs en scène. Moi, je suis un petit artisan. Je fais tout seul. Donc il faut que j'ai des idées. Pour avoir des idées, je tourne en rond, et pour tourner en rond, je veux une colonne. Alors tu laisses la colonne. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Oui, on va certainement Benjamin, mais peut-être qu'il y a des questions avant. Oui. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur votre réflexion du début sur c'est pas un parc, c'est un jardin. Oui. Et je voulais savoir si vous pouvez peut-être nous expliquer quelle est la différence pour vous entre parc et jardin. Bah justement, c'est mon problème. Je n'aime pas les parcs. Attends, c'est compliqué, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais je préfère. Il y a une chose que Jane Jacobson une fois a dit, il faut mieux s'occuper de ce qu'on aime. Elle dit, vous voyez, moi je n'aime pas les banlieues, donc je vis au centre de Toronto. Mais vous voyez, Le Corbusier, il n'aimait pas les rues et il a abîmé toutes les villes. Alors il dit, ne me demandez pas d'améliorer les banlieues, je ne les aime pas. Demandez à quelqu'un qui adore les banlieues, il va faire quelque chose de bien. Donc les parcs, je ne me sens pas à l'aise, mais on peut en discuter, parce que si vous voulez, c'est très compliqué la discussion parce que c'est la question de la définition du mot paysage. Tout le monde confond paysage et jardin. L'Escola, il commence par les paysages et puis il parle que des jardins viviers. C'est pas la même chose. Donc cette tripartition que propose après Cicéron et les gens de la Renaissance que rappelle John Dixon Hunt, il dit une chose que je trouve juste, il dit les paysagistes ne devraient jamais oublier que le paradigme principal de leur profession, c'est le jardin.
Après, on peut dire, mais vous voyez, ça dépend ce que vous voulez faire. Pour moi, un jardin tel que je vois ici, quand je dis je, c'est notre équipe, parce qu'on discute. Pas dire toujours nous, ça veut dire que cette linéarité, ce jardin linéaire, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit, alors on peut employer le mot laboratoire, un espace où est-ce qu'on arrivera, nous, comment on va y arriver, à ce qu'il y ait une sorte de silence, de calme, moi je pense que, qui porterait à la réflexion sur quoi? Là, à un moment donné, on a eu une discussion à Ostende avec Sébastien, je sais qu'il donne des cours ici sur l'environnement. On est quand même dans une situation extrêmement douloureuse, catastrophique. Enfin, il faut être optimiste pour penser que ça va s'améliorer. J'entends le problème écologique, pour pas compliquer, il est derrière ça. Nous, on est en train de refaire une rivière. Mais c'est ce que les théoriciennes américaines appellent une rivière virtuelle. Elle a l'air d'être une rivière, mais elle est pleine de poison. Tant que l'agriculture sera ce qu'elle est, la rivière, on va 1 millimètre dans la bonne direction. Alors ce que vous voudrez faire dans ce jardin, si vous voulez, si le jardin est le lieu de la représentation, du questionnement du rapport d'une société avec ce qu'elle manigance entre le monde donné et le monde transformé, il faut bien parler d'agriculture. Donc nous, on doit faire peut-être, alors là, la panoplie des jardins, belvédère, pergola, toutes tables, fontaines, sont peut-être des signes traditionnels. Peut-être que le belvédère, il faut le mettre de façon à ce qu'on voit le champ, je ne sais pas, c'est pas si simple. Vous voyez, le jardin, alors le parc, pour moi, il fait partie... Oui, c'est une autre chose. Le parc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de parc. Je veux dire que ce n'est pas mon problème dans ce cas-là. Le parc est trop actif, si vous voulez, pour moi. Il fait partie du brouhaha. Si vous allez à la Villette, vous avez déjà vu un type qui lit à la Villette. Non, mais il prend un ballon dans la gueule, il faut ou chanter, ou courir, ou jouer au ping-pong, mais surtout pas rester tranquille à réfléchir. Donc pour moi, un jardin, c'est un moment de calme. Je suis peut-être très traditionnel, mais je pense que le jardin doit être... Attention, on ne fait pas des jardins comme... Enfin, j'ai essayé de m'expliquer. C'est là où le vocabulaire, il est heurtant, il n'est pas provocateur, il veut amener le couteau, je ne sais pas, trancher, surprendre, encore une fois, choquer au sens réveillé. On est endormi, donc personne gueule maintenant. On attend tous, je ne sais pas ce qu'on attend. Et un jardin, ça devrait être aussi un truc qui à la fois te rassure et t'inquiète. Il faut, alors comment on fait ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas trop en mettre, il faut le mettre à certains endroits, qu'il faut organiser les vues, organiser les sons, et puis bon, enfin, vous savez, hein, j'ai enlevé le comment on dessine la rivière. En fait, on dessine, j'ai vu un très beau jardin à Studley Royal, comme ça, à Villefontaine, en Yorkshire. C'est le mélange. Pour moi, c'est un jardin. Si on devait nommer ce projet, peut-être qu'il s'appelait les jardins de l'air, y compris la rivière. La rivière fait partie du jardin. C'est un dialogue, rivière, fontaine, espace public, promenade, dans l'espoir. Alors peut-être qu'on en parlera demain. André Corbeau, il a commencé par dire le territoire est un palimpseste, des traces, etc. Et sans doute, il a dû dire à un moment donné, oui, mais le palimpseste, c'est quand même un peu linéaire, c'est un texte. Et il est venu à ce hypertexte. L'hypertexte, autant que je le sache, c'est quand même des nœuds d'information qui sont liés entre eux d'une manière absolument pas linéaire. Bon, est-ce que c'est possible, nous, d'introduire une question par un texte? Parce que, narration, est-ce que la peinture narre? Non, la peinture est la peinture, l'architecture, est-ce que l'architecture parle? C'est des discussions là. Mais moi, je pense qu'on pourrait imaginer que le jardin, alors peut-être qu'il faut
on a fait ce journal. Mais peut-être que, parce que vous savez, Alain Roger, Descola, il dit une chose très bien. Il dit, ou bien on a une définition du paysage qui est trop restrictive, artialisation, n'est paysage que ce qui ressemble à une peinture de l'Europe. Bon, ça marche très bien pour l'Europe. Ou bien, il appelle ça, mais là encore je simplifie, les phénoménologies, c'est tous les paysages. Chacun va dans... Sinon, on dilue le concept, il n'y a plus de paysage. Et il dit, je cherche quelque chose qui pourrait faire à Guinée, il dit, je voudrais une définition anthropologique du paysage qui s'éloigne qui n'exclut pas l'artialisation européenne, mais qui ne la limite pas. Et il parle de la transfiguration. Il dit justement, un élément du paysage devient signe d'autre chose que lui-même. Fontaine de Lancy, elle devient signe d'une ancienne rivière. Vous voyez, c'est une transposition. Alors là, on a une panoplie, à mon avis, on a un programme d'expérimentation. On est à nos débuts ici, c'est très difficile. Alors peut-être qu'il faut... Alors bon, je fais jusqu'au bout de ce que dit Descola. Il dit que ça peut se passer in situ. On peut faire des belvédères, on peut organiser des vues, donc ce serait une manière de faire paysage. Mais on peut le faire aussi in visu. Une peinture peut être un paysage. Alors est-ce que peut-être, allons-y, puisqu'il y a hypertexte dans le paysage, peut-être qu'il faut aussi, contemporainement à ce qu'on fait ici, qui est de l'ordre de la sensation, là, peut-être qu'il faut avoir des publications où on entre dans ces matrices d'expérimentation in situ, on entre des questions sur le net, parce qu'autrement on n'arrivera jamais à faire ça totalement in situ, parce que les gars ils viennent aussi faire du pique-nique, du jogging. Mais peut-être qu'on a fait cette voie suisse, tu as retrouvé ton bouquin, on avait déjà pressenti que la voie suisse allait être déformée, mais peut-être ce serait bien d'avoir un Bédeker avec soi. Quelque chose reste, quelque chose accompagne. Donc peut-être, je ne réponds pas à votre histoire sur le parc, c'est très bien, il faut des chaussures, il faut des parcs, il faut des caisses, c'est pas mon problème, je ne sais pas comment les faire. J'ai l'impression que la vie, comme disait l'autre, il faut aller très vite. Merci, c'est une excellente question. Il y a une autre question? Oui, Annette? Voilà, merci beaucoup pour ce très beau discours. Tu es vraiment le grand seigneur du paysage et du jardin. En plus, je suis architecte, tout ça en oui, tout de même. On parle quelque part, mais on arrive quelque part d'autre dans la vie. C'est comme ça, il faut devenir quelque chose qu'on n'était pas aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Ça, on est ce qu'on devient. Bon, ma question. Plus on est fidèle à ce qu'on devient, plus on est fidèle à ses origines. Quelle est la fonction de la promenade pour toi? Puisque c'est ce qui me frappe beaucoup et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est cette expérience vraiment physique du paysage. Tu disais même aussi une fois, il faut être dans la rivière pour comprendre ses forces et ne pas savoir une vue de trop loin. Donc il y a la promenade qui est aussi très importante. Ta question est bien plus belle que n'importe quelle réponse. Peut-être banale, mais en tout cas, la première chose, c'est qu'on aime bien marcher. Parce que de plus en plus, on se dit, c'est incroyable qu'on peut marcher. Il suffit d'avoir un copain qui peut marcher ou un frère qui peut plus marcher. C'est un miracle la marche. Et ça va très vite. C'est ça qu'on a oublié. Quand tu lis les Confessions de Rousseau, c'est typique. Il marchait à travers la France, il y a aussi Charles, mais Rousseau. Et aujourd'hui, on est des cultéreux. On n'arrive pas à faire 25 mètres sans une voiture. Et quand tu marches, tu penses. Moi, je pense que la marche, ça fait penser. Parce que tu découvres des choses. D'abord, si tu marches, même en ville, tu vois des gens que tu vois jamais. Tu prends une voiture, c'est capsule, je n'ai rien contre les voitures, mais c'est isolant. La marche, c'est un outil vraiment de vie. Peut-être c'est la plus belle chose que le monde a inventé, la marche. En plus, non? Non? Ça entretient, non? Je vais dire.
tous les Peter Hanke, c'est des marcheurs. Moi, je suis cet homme-là. Quand j'ai fait la voie suisse, en plus sur le chantier, on marche, c'est vrai. Et quand on a fait la voie suisse, ils avaient ce bouquin, le chinois. C'était vraiment un compagnon, parce qu'il parlait des choses que je voyais, les trucs des vaches, tout ça. Il l'exprimait, c'est un écrivain, il l'exprimait sans beaucoup de mots, c'est intéressant. Du reste, ça serait intéressant de discuter quand on dit une narration, est-ce que c'est de la prose ou de la poésie? Parce que la poésie n'est pas linéaire, que je sache, ou en tout cas elle prend des libertés avec le déroulé. Et ça, et puis peut-être que... Oui, ça c'est pour demain. Mais merci de cette marche, Annette. Ah, encore une question? Ouais, je peux parler comme ça, mais très rapidement. Moi, je ne suis pas de ceux qui marchent sur l'eau, mais je fais du kayak et du canoë. Tout ce que vous avez dit, je le retrouve dans les sensations multiples que moi, je ne peux plus faire des rivières rapides, mais même une rivière lente et tout ce qu'elle amène, la compréhension du courant, la compréhension des formes qu'elle prend, tout ça est... Pardon. C'est pas ce que je voulais. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. Pardon. Merci. Peut-être, je vais aider. Kayak, c'est beaucoup. Super. Ah, encore une question, oui. Est-ce qu'après avoir terminé votre projet, vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous avez faites que vous auriez pu ne pas faire On n'a pas terminé, donc... Et est-ce que la question de l'économie du projet, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre pour un résultat, est-ce que quelquefois on n'a pas l'impression que... Enfin, vous n'avez pas eu l'impression que vous auriez pu atteindre des objectifs avec une autre gestion des moyens et parce que... Vous avez vu trop de béton, bien, c'est ça? Non, mais c'est en général, quand on fait un projet, on a l'impression que la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens sont nécessaires et après on relativise beaucoup sur ce qui était nécessaire et ce qui ne l'était pas. Et je voulais vous poser la question, quel était vous, après cette durée de projet, sur ce qui vous a semblé indispensable et qui aurait pu vous semblerait aujourd'hui moins indispensable pour que vous fassiez part un petit peu de ce retour sur votre projet après toutes les années? On est encore... On a déjà beaucoup dégraissé parce qu'il faudrait montrer les plans et puis justement, alors par exemple, on a beaucoup évacué ou ils nous ont fait évacuer des fois. Il faudrait demander à peut-être, vous savez, aujourd'hui, parce que le temps est court, on a peu, je n'ai pas assez insisté, mais il y a François Gerbert, je l'ai dit à un moment donné sur la digue. Ce qu'on voit ici, le béton, parce que c'est ce qui se voit le plus, mais ce béton, je ne crois pas qu'on pourrait... Oui, on pourrait mettre moins d'escaliers peut-être, mais ça c'est un problème de... On en a déjà enlevé, bon, admettons, ça on peut discuter. Encore que... Mais après... Vous imaginez pas ce qu'on a mis, on peut dire, chaque grain, enfin chaque mètre carré a sa granulométrie, son mélange de terrain, qui vont provoquer, c'est très complexe, la biologie de ce projet, on peut dire la biologie, la vie, parce que vous bouleversez des sols, il y a des plantes invasives. Vous connaissez, dès qu'on bouleverse un terrain, il y a des plantes qui ne sont pas bienvenues, qui arrivent. Donc les biologistes font la poésie du judo avec ces trucs. Ils mettent ce qu'il faut. Mais pour mettre ça, c'est vraiment comme de la cuisine. C'est sur tel mètre carré. Alors c'est ça qu'il faudra montrer aux étudiants, c'est que ces projets ne se font pas à partir d'un petit dessin artistique, et puis après on va sur le chantier, et puis badaboum, parce que, l'entreprise elle a des prix, il faudrait voir les plans de plantation, d'ensemencement.
C'est les mêmes plans que pour le béton, simplement c'est d'autres couleurs et c'est marqué de là à là. Vous aurez des zoophytes, de là à là, vous aurez des plantations. Ici on expérimente, ici c'est du génie végétal, là c'est des cailloux, là c'est du xérix, là c'est un peu plus humide, enfin un peu plus gras. Si vous avez un chemin encaissé pour pas que les gens s'embourbent, mais il faut de l'herbe pour pas qu'il soit... Donc ce truc-là, il faudra en parler avec les plans, il est extrêmement contrôlé. Et on peut dire que ça coûte très peu les plantations. Mais en plus, il faut dire que ce que nous on fait, j'ai parlé des centaines de gens qui travaillent. On a une équipe extraordinaire qui s'occupe des plantations. C'est des jeunes mecs, enfin des jeunes, pas du type de 40 ans, je ne sais pas qui a fondé cette entreprise, mais il a une équipe comme une équipe de théâtre. Une troupe de jeunes gens, de jeunes filles qui plantent et qui accompagnent le projet. Parce qu'il y a des contrats de 3 ans, une fois qu'on a planté, il faut entretenir, enlever les couper, faucher. Tout ça est fait avec vous comprenez, ils sont heureux de faire ce projet. Et là, il y a peut-être quelque chose avec cette histoire du jardin expérimental, si on peut dire. C'est qu'ils sont heureux de faire ce projet. Ils suspectent que ça a un sens de faire ce projet. Si on arrive à le rendre perceptible, cette question, c'est ça la question. Comment on peut amener ce questionnement dans un parc et que ce ne soit pas simplement du divertissement. Parce qu'ils préfèrent faire ça que d'aller faucher le gazon à Colonie chez Aznavour, vous voyez. Merci beaucoup. Voilà, on pourrait en discuter encore, hein, mais pas qu'il y a une journée. Avant d'aller boire un verre et continuer à en discuter, je vais juste vous rappeler donc les prochains rendez-vous de ce symposium. Tout est sur le site du symposium, mais donc demain matin à partir de 10h au Forum Rolex aura lieu donc la journée du symposium avec tous les invités, y compris Georges qui participera aux discussions. Ensuite, le soir, à 19h, il y a la remise du Topos Award, le prix qui est remis à un bureau d'architecte paysagiste, Lona Landscape Architect, remis par le magazine Topos. Donc ceux qui ne peuvent pas venir pour la journée, rejoignez-nous le soir à 19h, toujours au Forum Rolex. Et puis, jeudi matin à 10h, il y a un rendez-vous un peu particulier, c'est en ville, rendez-vous au Café Romain à Saint-François pour une visite de Lausanne Jardin avec Mathieu Jacquard. Le thème, c'est la ville de Lausanne racontée par les jardins de la compétition Lausanne Jardin. Et puis, jeudi soir, dans cette même salle, même auditoire, à 18h30, la conférence de Charles James. Je voulais juste dire une chose, excuse-moi, oui. Par rapport à cette question du parc. Il faut faire très attention si on dit parc, jardin. À Paris, par exemple, on a fait ce parc de la Cour du Maroc. Bon, maintenant, il est devenu les Jardins des Halles. Ça a aller dans la bonne direction. Mais en Jardin des Halles, c'est parce qu'il y a un métro qui passe. La Cour du Maroc, c'est parce qu'il y avait un récit, comme à Rennes, pendant une centaine d'années, des travailleurs marocains travaillaient près de la gare et tout, c'était la Cour du Maroc. Donc il y avait une répercussion. Les politiciens, le jardin des Halles. Mais le fait qu'on a insisté, on a fait un drôle de mélange pendant le concours, l'intitulé du concours était Parc de la Cour du Maroc. Et ce côté parc, je suis sûr qu'il nous a, la géométrie et tout ça, on l'a empli de trop de choses. Parce qu'il a pris la saveur d'un parc, l'agitation d'un parc, la peur du vide d'un parc. Alors, je pense que s'il y a une chose qui est importante dans ma narration, c'est les intitulés. Comment on nomme les choses. Je suis membre avec Christian Semi d'un jury pour l'agrandissement, l'expansion de la ville de Bienne. Je ne sais pas, c'est comme pas à Rennes, 3 ou 4 000 logements. Ça s'appelle Aglo-Lac. C'est bien pareil, hein. Aglo-Lac.
Comment tu veux faire un quartier qui s'appelle Aglola? Tu vas où en vacances à Aglola? J'ai entendu sur les origines, hein, un type algérien qui a demandé à un Parisien, ton père, t'es né où toi? À Paris. Et ton père, il était où? Il est né à Paris. Et ton grand-père à Paris. Mais t'as pas d'origine.